Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver pour la causerie. Moi j'aime bien ce format, ouais, je vous le dis franchement les gones, on est bien installés tranquillement dans le salon pépère, tranquille, on parle de l'actu de l'OL, moi ça me fait plaisir, j'aime beaucoup ce petit format que j'ai instauré avec vous quasiment tous les soirs ou tous les 2 jours. On revient sur l'actu rapidement de l'Olympique Lyonnais, avec la DNCG, Mercato, le groupe Eagle, bref, il y a tellement de choses à voir ensemble, c'est assez copieux, encore une fois, pour aujourd'hui. Alors, au menu, les gones du jour, qu'est-ce qu'on a? J'ai retenu 3 sujets qui me paraissaient intéressants. Number one, c'est l'article de RMC publié hier soir, qui fait un petit détour sur l'actualité, la situation de l'OL à l'instant T après les départs de Cherki ou encore de Lacazette. Et on peut comprendre entre les lignes que l'OL peut se montrer plus ou moins relativement serein avant de défier le gendarme financier du football français, la DNCG. En second thème, on parlera de l'actu Mercato, c'est important, les différentes rumeurs du jour, Lucas Perry qui aurait quelques difficultés de collaboration avec son entraîneur Monsieur Ferreira, côté Olympique Lyonnais. On parlera aussi des prolongations de Tagliafico, de Mata, qui pourraient peut-être prolonger l'aventure côté Olympique Lyonnais. Bref, tout ça on en parlera ensemble et on finira sur un troisième sujet qui a fait beaucoup de remous aujourd'hui sur Twitter, vraiment beaucoup de remous. Un tweet publié par un journaliste de Sky Sport côté Angleterre, et qui affirme, alors qui fait un petit détour sur l'actu du groupe Eagle, Crystal Palace, l'UEFA, ce dilemme pour Textor, et qui, en toute fin de tweet, nous pond une bombe ni vue ni connue comme ça, allez hop, je te la case en une phrase. Ce journaliste nous dit carrément que John Textor, je le cite, serait en pourparlers pour vendre Eagle Football Holding. J'ai un petit peu creusé le sujet, on va en parler ensemble, et j'ai convié pour l'occasion l'un des grands experts Twitter sur le sujet, que maintenant vous connaissez bien, qui a fait une apparition récemment sur la chaîne, c'est Malek, qui vous livrera son point de vue sur la situation. Avant de commencer les gones, tout d'abord, je tiens à dire toute mon affection et tout mon soutien pour Daniel Congré, ses proches, tous ceux qui l'aiment évidemment. Alors je ne commenterai pas l'affaire, je vous le dis les amis, je ne suis pas là pour ça, ça relève de l'intime et du privé, et j'ai beaucoup trop de pudeur et de réserve pour aller commenter un fait aussi grave que celui-ci. Moi, ce qui compte le plus à mes yeux, c'est la santé de Daniel Congré, et en tant que supporter de l'OL, nous tous, vous j'imagine aussi, je tiens à lui apporter toute notre affection et notre soutien dans ce moment très difficile pour lui et ses proches. Nous l'embrassons très chaleureusement, Daniel Congré. Allez, c'est parti, on commence donc la causerie. N'oubliez pas les gones, j'y pense, un petit pouce. Si vous aimez le contenu, pensez à commenter, activer la cloche et vous abonner. Les dernières causeries ont fait un carton, c'est grâce à vous et à tous vos encouragements. Je compte sur vous, ça prend 2 secondes, c'est super rapide, merci les amis. Donc thème numéro 1, l'actu DNCG, avec en toile de fond l'article publié par RMC, c'était hier soir. Je vous lis quelques petits passages vraiment intéressants qui font un petit retour sur la situation à l'instant T d'aujourd'hui, même s'il n'y a pas de news, d'informations qu'on ne saurait pas évidemment. Mais je trouve que faire un petit point sur la situation actuelle, c'est toujours intéressant. Alors que dit l'article de RMC qui a été signé par Édouard G, donc qui c'était hier à 20h55 pour être très précis. Je vous lis le passage qui porte sur la DNCG. Alors, Édouard G écrit: de tous les chiffres qui rythment la chronique lyonnaise depuis de nombreux mois, l'un des plus impactants aux yeux de la DNCG, c'est celui mentionné en novembre quand elle demandait à John Textor de trouver ce chiffre que je vous ai évoqué si souvent en vidéo, 175 millions d'euros avant le 30 juin 2025. Or, nous dit Édouard G, en janvier, le club a déjà vendu pour environ 60 millions d'euros Cacré, Accom, Orban à Offenheim parmi d'autres, dont cette entrée d'argent d'un transfert de Luis Enrique opéré de Botafogo vers le Zénith Saint-Pétersbourg, environ 33 millions d'euros, mais dont l'OL avait les droits sportifs. Sans oublier, dit Édouard G, l'option levée par Neom pour Saïd Benrahma, environ 12 millions d'euros courant avril dernier. Bon, jusque-là, pas de surprise, c'est les montants qu'on avait tous en tête depuis quelques temps.
L'OL a fait un effort de dégraissage courant janvier, qui a été aussi prolongé là en début de mercato avec Benrahma, l'option levée par Neom, mais aussi, il faut le dire, la vente de Ryan Cherki d'environ 40 et quelques millions, plus quelques bonus, qui fera beaucoup de bien, et énormément de bien aux finances de l'OL. Alors, Edouard G poursuit en disant, donc Textor toujours positif, ajoutez à cela les 83 millions d'euros injectés par les actionnaires, donc Michel Kang ou encore Jean-Pierre Comte, et on comprend mieux l'optimisme entre guillemets de John Textor au soir de la 33e journée à Monaco, à l'issue de la défaite qui condamnait son club à une nouvelle saison sans Ligue des Champions. Et donc là, il cite John Textor, alors je le paraphrase sans l'intonation, mais le cœur y est, les amis, ne t'inquiète pas, on a de l'argent, on le dépense, arrête de lire la presse, tu n'as pas à t'inquiéter, on ne va pas être relégué, on a l'argent. Évidemment qu'on traverse un moment mauvais en France, mais j'ai mis 293 millions d'euros. Et vous pensez que moi, je vais laisser tomber, car la DNCG m'en demande 50, nous allons bien, avait-il répondu, donc John Textor, un supporter qui l'interpellait sur la santé financière du club. Donc les amis, si je me fie à l'article de RMC, donc Edouard G d'hier soir, qui fait un petit panorama sur l'actu financière avant le grand rendez-vous du 24 juin devant la DNCG, on peut partir du principe que les efforts ont été faits, c'est vrai. Il manquait ce montant demandé par la DNCG qui paraissait tellement important de 175 millions d'euros. Maintenant, si on y déduit les ventes de joueurs courant janvier, Cherki, Benrahma, plus l'injection de cash par les actionnaires, on n'est pas loin du compte. Et je rappelle que John Textor avait dit donc qu'il manquait 50 millions d'euros. On peut partir du principe que la vente de Cherki vient en partie combler ce petit reliquat qu'il manquait avant de passer sereinement, je l'espère, la DNCG. Donc, a priori, nous devrions être plutôt tranquilles, même si là encore je ne m'avance pas. Restons modérés et très très prudents avec John Textor et Eagle pour l'OL. Nous ne sommes pas à l'abri d'une énième surprise avec notre bon Johnny. Je fais aussi écho à ce tweet de Max OL sur Twitter, donc qui nous a écrit le petit bilan DNCG à l'instant T. Donc après les réunions de la DNCG du 27 mai, du 4 juin et du 11 juin concernant les clubs de Ligue 1, Brest, Rennes, Lens, Strasbourg, Toulouse, Auxerre, Paris, fermez la parenthèse, aucune sanction après leur passage. Alors, on peut imaginer que la DNCG se montre plutôt clémente au vu du contexte. Je rappelle, droit TV en berne, vente de joueurs qu'il faut maintenant retirer des budgets prévisionnels et opérationnels pour les clubs de football français, professionnels. Mais en même temps, si on va au bout des choses et qu'on reprend la liste des clubs qu'évoque Max sur Twitter, Brest, c'est un bon élève qui est tenu sérieusement, actionnaire sérieux, sponsor sérieux, et surtout Brest qui a fait la Ligue des Champions avec environ 60 millions d'euros de recettes. Donc forcément ça aide. Rennes, c'est la famille Pinault, voilà, l'argent n'est pas un problème pour eux. Lens avec Ougourlian, club très bien géré qui en plus fait des efforts tellement drastiques en janvier en vendant Kouzanov, Danso, etc., qui devrait vendre a priori quelques éléments comme aussi Diouf durant le mercato estival. Strasbourg, c'est Blouko, Todd Boehly, il y a de l'argent, il n'y a pas de problème. Toulouse, très bien géré sous la présidence de l'ex-président Comolli. Auxerre, très bon élève qui a passé finger in the nose la DNCG et le PSG, évidemment avec des fonds quasiment illimités, il n'y a pas de problème pour la DNCG. Donc là, ce sont les bons élèves, nous, ce sera le 24 juin, et on peut comprendre que les clubs qui passent le plus tard dans le mois de juin sont ceux qui ont besoin de plus de temps pour préparer leur dossier et qui donc, a priori, ont le plus de problèmes à solutionner. Allez, on enchaîne. Second thème de la vidéo, c'est l'actu Mercato, qui bat son plein, toujours côté Olympique Lyonnais, avec quelques informations qu'a livré RMC hier, mais aussi mes amis de Olympique Lyonnais auxquels je fais référence. Alors, pêle-mêle, on va aller assez vite pour tout déblayer rapidement. On apprend dans l'article de RMC, donc c'était hier soir via Edouard G, on apprend une petite phrase comme ça perdue un petit peu dans l'article, mais qui a fait pas mal jaser. On apprend que donc Cherki pour 40 millions c'est fait, que ça fera du bien pour les finances du club, mais on apprend surtout cette phrase que je mets à l'écran, donc des montants de transfert jugés fantaisistes, entre parenthèses, pour Lucas Perry, qui, écoutez bien les gones, qui peine avec l'entraîneur des gardiens de but venu avec Paulo Fonseca, fermez la parenthèse, ont déjà été repoussés et si des propositions arrivent, il faudra qu'elles soient conséquentes pour amener un transfert de l'autre joueur à valeur, Malik Fofana.
Quant à Clinton Mata ou Ainsley Maitland-Niles, il faudra là aussi mettre une somme conséquente pour faire bouger John Textor. Reste le cas de Thiago Almada qui lui reste en suspens. Alors Lucas Perry aurait quelques soucis alors soit relationnel, ce n'est pas écrit dans l'article, soit professionnel, en tout cas pour adhérer aux méthodes du coach adjoint des gardiens de Fonseca. Il y a un point sur lequel je pense ne pas être trop dans le faux. J'imagine que le problème, là où peine, comme le dit Edouard G le plus, Lucas Perry, c'est dans le jeu au pied. Il n'est pas forcément toujours hyper à l'aise et on sait que sous Fonseca, c'est un point qui est déterminant. Jeu long, jeu court. Le gardien, c'est le premier relanceur qui, sous pression, doit créer le décalage par la passe, par la bonne passe, vers un central ou un milieu de terrain qui décroche, et donc qui va initier le mouvement. Et d'ailleurs, ça fait aussi un petit peu écho aux limites qu'on peut relever sur le profil de Matt Turner, qui devrait, si on se fie à la presse anglaise, rejoindre l'OL pour un montant de 8 millions d'euros, selon Tom Bogert, selon la prononciation, c'est vous qui verrez. Le deal serait bouclé entre Forest et l'OL pour Matt Turner, et donc 8 millions d'euros. Il n'est pas non plus hyper à l'aise dans le jeu au pied, là encore ça m'interroge beaucoup, entre l'adéquation au projet Fonseca et les choix des profils que l'on va cibler pour l'OL durant l'été. Mystère et boule de gomme toujours avec cette équipe-là. Parenthèse refermée, je reviens donc à l'actu mercato. Donc Clinton Mata, si on se fie à Olympique et Lyonnais, pourrait prolonger. Il a entre les mains une offre de prolongation de l'OL, mais à l'heure où on se parle, il n'y a pas d'avancée notable. Alors, Mata qui prolongerait à l'OL, pourquoi pas. Et on apprend aussi que Mata pourrait être revalorisé d'un point de vue salarial avec une petite hausse substantielle de son salaire, alors pas énorme. Je rappelle que l'OL a des contraintes qu'il faut respecter d'un point de vue salarial, c'est clairement assez encadré. Donc une petite hausse de salaire qui, bon, non pas que je sois contre, c'est un joueur fiable, mais en même temps 32, quasiment 33 piges. Voilà, si on parle d'une hausse de 10, 15, 20 000 euros, pourquoi pas. Au-delà, ça me paraîtrait un petit peu étrange, même s'il faut le dire, c'est un joueur qui est fiable, très fiable, qui a été à l'OL très régulier, qui n'est pas un central de métier, on l'a vu sur quelques matchs aussi. Bon, tout ça mis bout à bout fait que pour moi, le fait qu'il prolonge à l'OL, je ne suis pas contre, mais attention aux conditions qui iront avec. La seconde info que j'évoquais tout à l'heure, c'est le cas de Tagliafico, Nicolas Tagliafico, qui pourrait lui aussi prolonger, et ça les amis, pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un joueur que je mets souvent en évidence dans les vidéos que je fais sur la chaîne, parce qu'il est tout d'abord hyper intelligent tactiquement, c'est quelqu'un qui est adaptable, qui peut commencer latéral gauche, devenir au cours du match piston gauche, numéro 6, se projeter, marquer, il a le flair, il est intelligent, la grinta, l'expérience et le leadership. Moi j'aime beaucoup Tagliafico et je pense que avec ce qu'il a fait durant la saison, à 31-32 piges dans mon souvenir, voilà, c'est quelqu'un qui peut faire encore de vrais beaux services pour l'OL durant 1, 2 ou 3 ans. J'aime beaucoup ce joueur et si demain il prolonge pour un salaire relativement stable, je serai le premier à dire très bien, très bonne nouvelle, parce que lui, il est fiable. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du poste de latéral gauche, il y avait eu la rumeur Firpo côté Olympique Lyonnais qui est en fin de contrat à Leeds. Selon la presse espagnole, il se dirigerait assez fortement vers le Real Betis, donc coaché par Manuel Pellegrini. D'ailleurs, j'y pense, les gones, petit teasing aux petits oignons. Restez connectés parce que d'ici quelques heures, quelques jours, sortira sur la chaîne un contenu dédié à vous présenter Matt Turner, le gardien qui devrait logiquement rejoindre l'Olympique Lyonnais. Et comme à chaque fois, maintenant vous connaissez le format Mercato sur la chaîne, une présentation du joueur, caractéristiques, points forts, points faibles, l'apport de la data, des statistiques, et enfin l'avis des experts qui l'ont vu jouer durant toute la ou les saisons passées. Bref, restez connectés, ça arrive très très vite sur la chaîne, et pas que, j'ai encore quelques vidéos qui sont prêtes à être publiées, ça annonce du lourd avec quelques collaborations que j'ai hâte de vous présenter, les gones, rien que pour vous. Et enfin, pour terminer, troisième thème de la vidéo, on enchaîne sur ce fameux tweet, le tweet assez énigmatique que beaucoup ont tenté, dont moi, de décortiquer, d'analyser, d'y réfléchir. Ce tweet nous provient d'un chief reporter, un reporter en chef de Sky Sports News, qui était auparavant au Times, donc quelqu'un de très très solide, extrêmement fiable et crédible. Un certain KV Solecol, pardon pour la prononciation un petit peu hasardeuse là encore, mais je pense qu'on le dit comme ça, KV Solecol. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit dans son tweet? Accrochez-vous bien les gones, je vous dis l'essentiel qu'il faut retenir, ce qui nous touche nous,
en tant que fan de l'Olympique lyonnais. Alors tout d'abord, il nous parle de Crystal Palace qui travaille activement et collaborativement avec l'UEFA pour être dans les clous et pouvoir jouer l'Europa League. Ça, je vous le passe, c'est pas forcément hyper essentiel pour nous ici. Et donc, je fais défiler le tweet. En toute fin de tweet, qu'est-ce qu'on apprend ? Hop, ça tient sur un paragraphe comme ça, qui est pondu presque comme un cheveu sur la soupe, mais qui pour autant est extrêmement important nous concernant, nous fans de l'OL. Alors on apprend que, donc je lis en anglais, Textor is believed to be in talks about selling Eagle Football Holdings. Je pense que vous avez compris tous la phrase, mais néanmoins je vais la traduire pour être le plus clair possible. Textor semblerait donc en pourparler au sujet de la vente d'Eagle Football Holdings. Alors, ça, les gones, c'est la bombe du jour. Quand je l'ai lu, une fois, je me suis dit, bon, Mika, t'as du mal lire. Donc, je l'ai relu une deuxième fois, puis une troisième fois, et je me suis dit, mais attends, Mika, là, monsieur Solécole, de Sky Sports, il est en train de nous dire une bombe. Il est en train d'écrire une bombe, de nous avouer une bombe sur la place publique. John Textor songerait activement, serait en pourparlers pour vendre Eagle Football Holdings. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans le doute, puisqu'il y a ce que moi je pense, comment je vois les choses, et comment d'autres peuvent les imaginer aussi. J'ai écrit à beaucoup de contacts qui sont très très au fait du dossier Eagle Football Holdings, qui suivent de très très près les différents événements, et on a abouti à une conclusion suivante, c'est qu'il y a un monde dans lequel cette vente peut se produire. Il est possible effectivement que la vente de Eagle Football Holdings par Textor puisse se faire. Maintenant, à quelles conditions, à quel prix ? Ça, c'est la question. Alors, pour être, les amis, le plus précis possible, j'ai fait appel à quelqu'un qui va vous expliquer rapidement, synthétiquement, avec pédagogie, clarté, parce qu'il est brillant. C'est Malek. Malek, il est venu il y a maintenant quelques temps sur la chaîne pour parler du dossier Eagle et plus précisément le système Ares avec les gages, les couvertures de gages sur le prêt Ares attribué à Eagle et John Textor. Et Malek est de retour pour vous dire sa version, qu'on a un petit peu débattu tous les deux en privé avec d'autres par ailleurs, vous dire en gros, vous expliquer pourquoi les parts de Textor dans Eagle Football Holding ont diminué. Et ça, c'est la première info. Oui, selon monsieur Solécole de Sky Sports, John Textor aurait donc moins de parts dans Eagle Football Holdings. Qu'est-ce que ça veut dire ? Question numéro 1 posée à Malek. Quelles seraient les conséquences directement pour nous ? Voici les éléments de réponse de Malek, que je remercie beaucoup d'avoir voulu participer à cette vidéo. C'est parti, ouvrez grand les oreilles, c'est pour vous et rien que pour vous, les gones. Dégustez bien. On a eu beaucoup d'informations aujourd'hui et une actualité assez riche avec notamment cette information qui est sortie selon laquelle John Textor aurait vu ses parts dans Palace, sa détention en Palace diminuer, passer de 65 à 55%. C'est une information très importante qu'il faut traiter et qui bien sûr nécessite de définir ce qu'est la dilution. Comment on réduit en fait une détention. Alors c'est très simple, vous allez prendre les actions de John Textor, vous n'allez pas y toucher à cette somme d'actions et vous allez interagir avec les actions totales d'Eagle pour faire diminuer la part des actions de John Textor dans la totalité des actions de Eagle Holding. C'est ainsi qu'on dilue, c'est comme le sirop et l'eau, hein. Vous ne touchez pas à la dose de sirop et vous rajoutez de l'eau. Un beau sirop à la grenadine de préférence. Et donc, de cela, de cette diminution, en fait, vous allez essayer de calculer ce qu'il faut comme action pour que John Textor passe de 65 à 55. Et on arrivait à un chiffre de 9000 actions à réémettre qui vont être acquises par quelqu'un et donc on va réémettre ces actions pour augmenter le nombre d'actions. Il faut rappeler de toute manière que John Textor, selon les statuts de la société, tant qu'il a 40%, il décide de tout. Pourquoi ? Car il est aussi président du board et qu'il a la voix prépondérante. Donc vous avez 40%, puis pour voix prépondérante, vous passez au-dessus de 50% du board, donc de l'organe de décision, ce qui permet à John Textor en fait de prendre les décisions à la majorité et ainsi de décider tout seul pour la holding au détriment de ses co-associés. Ce qui se joue indirectement ici, c'est aussi le contrôle de Crystal Palace. Crystal Palace est détenu par la holding, qui elle-même est détenue par des actionnaires, dont John Textor, mais également Michel Kang et Jean-Pierre Comte. Et en fait, on le rappelle, la holding détenait avant 45%, aujourd'hui plutôt 43% de Crystal Palace. Et en fait, vous voyez la chaîne indirecte. John Textor détenait 65% des 43% de Crystal Palace. Et c'est ainsi de suite pour chaque shareholder, pour chaque actionnaire de la holding. Et l'idée était de dire
outre-Manche qu'il fallait passer en dessous de 30%, qu'il fallait passer à 28-29%, ce qui était déjà le cas en fait. John Textor était déjà à 29%, pour montrer à l'UEFA, à tout le monde, que John Textor n'effectuait pas un contrôle accru de Crystal Palace, donc on ne peut pas prendre de décision. Retenez simplement que la dilution se fait via l'émission d'actions nouvelles et qu'on va diminuer la part des actions de John Textor qui reste quand même majoritaire. Alors la question qui se pose, c'est aussi la question des parts de Crystal Palace et de leur vente. Alors ça, c'est une question tricky et centrale. Il faut rappeler qu'il y a une dette. Vous le savez tous aujourd'hui, c'est la dette ARES de 425 millions, avec bien sûr des intérêts qui font croître cette dette. Et on a une tranche initiale de 275 millions et une seconde tranche de 150 millions pour arriver à 425. Il faut rappeler aussi, je vous le rappelle encore, qu'il y a des gages sur des actions, des sociétés pour, en tant que collatéral, pour backer, pour protéger le prêteur ARES. Donc on va avoir de ces actions une valeur de couverture, on va estimer la valeur des actions, et en fait cette valeur va protéger le prêteur qui se dit de toute façon je peux exécuter les gages, j'ai récupéré les actions, la valeur des actions pour couvrir mon prêt. Et donc on essaie tout de même d'avoir une valeur des actions au-dessus de la valeur du prêt, donc au-dessus de 425 millions. Et vous voyez venir, si on vend les actions de Crystal Palace, on s'ampute d'une partie des actions et donc on s'ampute d'une partie de la valeur de couverture. Et ça, c'est une question auquel le prêteur est très sensible. Pourquoi? Et ça, il faut le rappeler, dans les contrats de gage, il y a des clauses qui stipulent explicitement que la vente, la disposition de ces actions ne se fait qu'à condition que le prêteur accepte, tout simplement. Et c'est le prêteur qui décide cela. L'emprunteur, John Textor en l'occurrence ici, doit demander l'autorisation au prêteur ARES de pouvoir vendre ses actions. Et vous voyez, après qu'on ait dit cela, il y a deux scénarios. Parce que le prêteur va bien sûr protéger sa dette. Le premier, c'est d'allouer les proceeds, donc allouer les sous récoltés, je vais le dire comme ça, des actions de Palace, à un remboursement anticipé de la dette ARES, ce qui permettrait, donc on parlerait là de rembourser 150 millions, ce qui permettrait quand même de protéger ARES, de voir un remboursement tout de suite et de voir diminuer cette dette, ce qui enverrait des signaux positifs auprès d'ARES. Et ensuite, on aurait peut-être une partie résiduelle qui servira à John Textor soit pour remplir ses caisses personnelles, soit celle d'Eagle. On a un deuxième scénario, et qui est beaucoup plus difficile à mettre en place, c'est trouver un actif d'une valeur quasi similaire aux actions de Crystal Palace et acceptable par ARES pour s'inclure dans le collatéral, donc dans la valeur de couverture, dans les gages, et permettre de protéger le prêt effectué par ARES. Et ça, donc ça prendrait la place des actions de Crystal Palace. Et donc ça pourrait être des actions similaires d'une société, d'un club de football, ou voire du cash en équivalent mis sur un compte et voir le compte bancaire bloqué. Mais vous voyez, c'est très difficile parce que il faut trouver quelque chose, trouver un actif tout simplement, et également avoir l'acceptation d'ARES et repartir dans un processus beaucoup plus compliqué. Retenez simplement qu'il est difficile de mettre en place cette vente et qu'elle va nécessiter l'acceptation d'ARES. Une fois que c'est fait, bien sûr, il faut trouver, là on parle de messieurs Blitzer et Harris pour racheter cela, ce serait bien sûr le plus simple et la solution idoine. Je vais rappeler un dernier chiffre, 175 millions, c'est le deal se ferait autour de cela aujourd'hui. Vous vous doutez bien que c'est pas une somme exceptionnellement élevée comparée à la dette ARES. Et surtout, quid de l'utilisation de la plus-value? John Textor n'est pas un philanthrope, il est là pour faire de l'argent, je vous le rappelle, et il comptait beaucoup sur les parts de Crystal Palace pour faire de l'argent. Alors, pas sûr qu'il utilise de l'argent, la plus-value récoltée pour enflouer les caisses d'Eagle, je pense que ça partirait plutôt dans ses poches, normal en tant qu'investisseur, c'est le jeu, mais quid en fait de tout l'équilibre d'Eagle. Aujourd'hui, on a une situation, on a besoin de beaucoup d'argent et les parts de Palace, je vous le rappelle, étaient dans les rapports d'Eagle Football Group, la société de l'Olympique Lyonnais, et l'actionnaire s'était engagé à remettre de l'argent. Donc forcément, on est dans une situation critique et il va falloir surveiller cela parce que l'OL est impacté directement par cela et on espère voir un peu d'argent bien sûr. Voilà, tout simplement. Voilà les éléments de réponse de Malek, que je remercie encore pour sa participation active au débat et toujours extrêmement intéressant. J'espère les gones que ça vous aura été utile pour mieux comprendre la situation, pourquoi Textor voudrait vendre d'ici peu Eagle Football Holdings et pourquoi surtout il a moins de poids mécaniquement au sein d'Eagle Football Holdings. Autant de questions et de réponses que vous aura apporté, je l'espère, Malek. Sur ce les gones, si le contenu vous a plu, pensez au petit pouce, commentez, activez la cloche et abonnez-vous et rendez-vous très vite pour du prochain contenu qui, je le sais, va vous plaire. On parlera de Mercato, préparez-vous, ça va être vraiment intéressant. Ciao ciao les gones, allez l'OL, toujours plus que jamais.